Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, cap sur les îles de l'Atlantique. De la Vendée à la Charente-Maritime, nous partons à la découverte de 5 îles. Touristiques ou sauvages, maritimes ou plus terriennes, elles possèdent toutes leur lot de beauté et d'authenticité. Nous allons démarrer par la plus grande, l'île d'Oléron, la lumineuse. Bienvenue à la pointe du bout du monde, comme on l'appelait autrefois ici. On a quand même un panorama magique. Puis c'est par la mer que nous découvrirons les îles vendéennes, d'Yeu et de Noirmoutier. Donc voilà, la plage des Sous-Eaux. Donc on voit toutes les maisons qui ont été construites avec différents styles. Et enfin, nous ferons la découverte de 2 autres bouts du monde préservés, l'île d'Aix et l'île Madame. Tu vois l'oiseau qui nous survole là, l'échasse qui alarme, c'est vraiment un oiseau typique des marais, c'est vraiment remarquable. Dans ce voyage maritime, nous découvrirons ensemble les 1001 secrets que ces insulaires passionnés vont nous confier. Nous commençons notre voyage en Charente-Maritime. L'île d'Oléron est reliée au continent par un pont depuis 1966. Elle est la plus grande île française sur la côte atlantique, avec ses 175 km² de superficie. À l'est de l'île, face au continent, le site de Fort-Royer est un traditionnel village centenaire composé de cabanes ostréicoles en bois, disséminées au milieu des clairs à huîtres et des chenaux. Passionnée par son île, Evelyne Morga vit à Fort-Royer depuis plus de 20 ans. Née sur l'île d'Oléron, petite fille d'ostréiculteur, elle travaille pour une association qui a pour but de préserver et de faire vivre ces sites ostréicoles. Philippe Chlebowski, ce matin, retrouve Evelyne sur les pontons de Fort-Royer. Il est président de l'association depuis 4 ans. Non, mais c'est vrai que c'est très très beau. Enfant, il venait jouer dans la cabane de son grand-père. Ton grand-père a travaillé ici, il a fait partie des premiers qu'on creusait à la main, tout ça. Mais moi, c'est que de l'émotion, tu vois, quand je viens ici. Hein. Parce que moi, mon grand-père, il m'a élevé. C'était leçon de choses tous les jours. Il m'a initié à tout ça, hein, à la mer, le monde ostréicole, le travail de l'huître petit. J'ai appris à nager sur cette plage autrefois, tu sais, et il te mettait à plat ventre sur le sable et tu faisais le geste de la brasse. Et après, tu le reproduisais en mer. Tu sais comment on appelle les enfants qui sont nés ici, qui sont nés dans la vase, qui ont passé leur enfance à barboter dans la vase? Ah non. Les galopes chenaux. Tu es donc un galope chenau. Je suis un galope chenau. Ben, je le revendique alors, tu vois. Bon, Evelyne, raconte-moi l'histoire de notre village, là. Bah, imagine, il y a 110 ans, ici, il n'y avait rien. Un vaste champ de salicorne avec un vieux fort en bois et une quarantaine d'anciens, d'ostréiculteurs, d'hommes du petit village de Sauzel se cherchaient une activité complémentaire pour l'hiver.
Ils ont demandé à l'État le droit d'utiliser ce domaine et tout a été creusé à la sueur du front. Les chenaux, les bassins, une quarantaine. Et ensuite, ils ont construit chacun leur cabane. En fait, aujourd'hui, il y a des couleurs. C'est vrai que le village, il a retrouvé un peu d'âme. Mais à l'origine, ces cabanes, elles étaient noires. Parce que les peintures étaient tellement chères qu'on badigeonnait tout ça au goudron, puis ça fonctionnait de la même façon. Tu imagines le travail quand ils ont tout creusé à la sueur du front? Regarde ce qu'il est en train de faire, Yannick. Reprendre cette vase, tout remodeler à la main. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les outils n'ont pas changé. Ça se fait toujours à la main. C'est pour ça que le site, il est beau. Parce que c'est pas qu'un site touristique, ça n'aurait pas de sens. C'est un véritable village ostréicole qui ouvre ses portes aux visiteurs et c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Il faut qu'ils continuent à travailler là. La tradition ostréicole est vraiment... c'est authentique, hein, c'est vrai qu'ils travaillent à l'ancienne. Tout est fait naturellement, tout est fait à la main. C'est étonnant parce qu'ils sont jeunes, encore les ostréiculteurs qui restent. Tu te rappelles de la cabane de ton grand-père au début? Ah oui, mais ici, c'était... enfin, pour moi, hein, quand on parle avec les anciens, puis moi, ce que j'ai vécu, c'était pas un lieu de travail, c'était un lieu de vie. Ils vivaient ici. Parce que c'est le seul village à Oléron et ailleurs, parce que les autres cabanes, qui sont bigarrées et colorées, elles sont le long d'un chenal. Ici, elles sont regroupées, comme un village de Gaulois. Un vrai village. Et ça, c'est unique. C'est pas seulement une île bordée de plage, hein. Du tout, nos visiteurs viennent pas chercher ça, ils viennent chercher autre chose. Au bord du chenal de la Baudissière, Mamelou, à 65 ans, dirige son petit établissement depuis 40 ans. C'est un drôle de métier hein, qu'on fait. Allez, viens par le bout. Evelyne veut nous faire découvrir le secret de Mamelou, la fameuse aiglade de moule, une spécialité typiquement charentaise. Pourquoi on les met dans ce sens-là? Pour la cuisson, que l'eau s'écoule de la moule. Elles vont s'ouvrir par le dessous, gentiment, et elles vont cuire par la chaleur des aiguilles de pain qu'on va faire après. Depuis quand ça se fait, les aiglades, chez nous? L'origine de cette cuisson-là, ça s'appelle la terrée. Les ostréiculteurs les plantaient sur le bord de la plage. Dans la vase? Voilà, en bordure de plage. Et c'était des aiguilles de pain qu'ils mettaient dessus? Oh oui, pour les faire cuire. Ça coûte pas cher. Et du coup, c'est plus facile de les planter dans la vase. Nous, on fait difficile sur une planche comme ça. Non, vous travaillez très bien, vous allez plus vite que moi. Voilà. Elle a bien rangé ses moules, maintenant, elle va nous les emmener dans le fourneau, prête à cuire. Allez hop, Allez. roule ma poule. Ici, au fond? Voilà. Et après, on va y mettre le feu. Et hop. Maintenant, on va y mettre le feu. Alors, pendant combien de temps elles vont cuire? À peine 5 minutes maximum. Et ça, c'est à l'œil qu'on le voit. Hein. À l'oreille aussi? Au bruit qu'elles font? Alors maintenant, voilà, je la sors du feu. Le restaurant de Mamelou est comme un trésor qu'on se recommande par le bouche à oreille, une institution. Et messieurs, dames, voici ce qu'on vient de préparer et cuit de façon sublime. Une tradition bien de chez nous. Et là, c'est que des moules et des aiguilles de pain et rien d'autre. Et c'est vraiment très, très bon. Et bien rangé par madame. À l'extrême pointe d'Oléron, juché sur une falaise rocheuse, le phare de Chassiron domine l'île. D'une hauteur de 46 mètres, il a permis aux marins de tout temps et par tous les temps de rentrer dans les eaux du Pertuis d'Antioche, lieu semé de récifs et réputé pour ses nombreux naufrages. Evelyne retrouve au pied du phare Virginie Berthaud, responsable du site. Bonjour. Bonjour Evelyne. C'est toujours aussi joli, ce jardin et ce phare. Furieuse envie d'aller là-haut, juste histoire de voir l'estran, le littoral, panorama. le panorama. Ouais. 224 marches? Ouais, ça te allez, fait peur? c'est parti. Construit en 1834, les fondations de ce phare ont 18 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur, sous le rocher.
Il doit résister à de violentes tempêtes qui soufflent sur la côte chaque hiver. Arrivé en haut de l'escalier en colimaçon, on peut admirer un splendide paysage sur 360 degrés. Bienvenue à la pointe du bout du monde, comme on l'appelait autrefois ici. On a quand même un panorama magique. Là, le pertuis d'Antioche, avec la balise qui est en plein milieu de la mer, là-bas, qui signale la présence d'un dangereux rocher, sur lequel, oui, voilà, énormément de navires ont fait naufrage. Alors donc là, tu vois, hein, au loin, au bout du pertuis, on observe l'île de Ré. Et puis tu vois le pont qui va relier l'île de Ré à La Rochelle. Puis après, en s'écartant un peu, on a toute la côte là qui s'étend jusqu'à l'île d'Aix, là-bas perdu au fond, et le Fort Boyard, voilà, et la pointe des Saumonards. Ouais. Une fois contemplé le panorama qui s'offre à vous en haut du phare, n'oubliez pas de baisser le regard vers sa base. Un jardin remarquable vous y attend. Là, une vue imprenable sur des jardins un petit peu particuliers. Une rose des vents. C'est ça. Ça fait 10 ans qu'on a réaménagé ces jardins autour du phare. Et l'objectif, voilà, c'était vraiment de représenter une boussole géante, en fait, comme une rose des vents, avec les 4 points cardinaux qui sont bien visibles, parce que pendant longtemps, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils utilisaient la direction du vent pour à peu près prévoir la météo, le temps qu'il allait faire sur les jours à venir. Donc c'est pour ce petit clin d'œil, en fait, qu'on a représenté cette boussole. Et donc là, la partie dégagée, pleine ouest sur l'océan Atlantique. Le grand large. Voilà. Et là, c'est marée descendante. Alors, je sais pas si tu observes des petits timurés en pierre là, qui se distinguent à ras de l'eau. Là. Tu les vois d'ici? Un serpent. Comme de un pierre. serpent, ouais, c'est ça, un serpent de pierre. En fait, c'est les écluses à poissons. Bon, tu dois les connaître ici aussi. Et on va attendre que la mer se dégage un peu plus et puis je t'emmènerai en balade tout à l'heure sur les écluses. Au pied du phare, ces écluses ont la forme d'un fer à cheval, plus ou moins symétrique selon la configuration du sol sur lequel elles sont édifiées. Elles sont constituées d'un mur de 500 à 700 mètres de long. Donc là, tu vois, on arrive à l'intérieur du mur de l'écluse. Donc là, on s'approche vraiment de la partie profonde et pêchante de l'écluse. On voit bien que le mur, petit à petit, progressivement, il commence à devenir de plus en plus haut. Parce que plus ça va, plus on s'enfonce dans l'estran. Et le mur, lui, reste parallèle à la ligne d'horizon. C'est pour ça qu'on a un mur qui est de plus en plus haut, plus on s'approche du fond de l'estran. Et ça date de quelle époque, ces écluses? Alors, les écluses, les premières écluses qui ont été construites sur Oléron datent du Moyen-Âge. À cette époque, les insulaires, ils vivaient vraiment en autarcie sur l'île. Ils étaient tous paysans, pêcheurs. Du coup, ils ont eu cette idée de construire des murs en pierre, comme un système de filets, mais qui pourrait rester, même l'hiver, et dans lequel ils seraient sûrs de pouvoir pêcher du poisson toute l'année. Là, on s'approche d'un bouchon qui est l'ouverture de l'écluse qui permet à l'eau de s'écouler tout en gardant les poissons bien à l'abri à l'intérieur de l'écluse. Tu vois, il y a des barres en fer en fait qui permettent à l'eau de s'écouler, aux petits poissons aussi de sortir, mais de garder les plus gros à l'intérieur. Et donc c'est par là aussi que l'eau rentre dans l'écluse pendant que la mer remonte. Alors justement, qu'est-ce qu'ils pêchaient dans ces écluses? Alors les poissons communs de l'Atlantique, donc on va trouver beaucoup ici du bar, de la dorade. Voilà, c'est des poissons quand même assez emblématiques et qui ont une chair fine aussi, qui sont prisés des pêcheurs. Et après, l'écluse en elle-même, c'est un réservoir de nourriture en fait, à la fois pour la faune finalement et aussi pour les insulaires. À l'origine, il y en avait combien des écluses comme ça autour de l'île? Alors il y en a eu jusqu'à 237 écluses sur presque tout le tour de l'île, sur en tout cas toutes les côtes rocheuses de l'île. Ça faisait comme un collier d'écluses, si tu veux, qui entourait les côtes rocheuses d'Oléron. Aujourd'hui, 17 écluses de l'île d'Oléron sont encore en exploitation. Mais sans entretien, laissé à l'abandon, cet héritage fragile d'une pêche traditionnelle est rapidement détruit par les fortes tempêtes et les grandes marées. Avec Evelyne, nous partons de l'autre côté de l'île, à la Cotinière. Ce petit port aux bateaux bariolés
est spécialisé dans la capture des espèces nobles. On y débarque sole, barre de ligne, langoustine, homard, crevettes et une spécialité locale, un petit poisson plat très apprécié des connaisseurs, le seto. Bon Evelyne, là je vais t'emmener dans un endroit, tu vas voir, déjà on a perdu 20 degrés par rapport à l'extérieur, et donc là on va accéder à nos frigos. Restaurateur de l'île, Jam Robert nous fait entrer dans la chambre froide de la coopérative pour nous montrer la pêche du jour des bateaux de la Cotinière. Oh, mais il y aura du touille demain. Alors Tu le cuisinerais comment c'est un ça? pot bleu ça, c'est un requin. Donc ça ici ils en pêchent beaucoup, tu vois, regarde la bestiole, c'est énorme. Et ça se cuisine comment? Ça se mange Alors comment? ça se cuisine comme du veau de mer, comme tous les squales. Et les setos, ils sont là. T'es sûr que c'est pas du seto ça? Non, c'est pas du seto. Regarde. Excellent. Et arrimé comme autrefois. Ouais. Qui leur permet surtout, en les mettant comme ça, de pouvoir les compter. Ah oui. Et surtout, qu'ils se gardent le plus longtemps possible. Et c'est dans la poissonnerie voisine que Jam va faire son marché. Et je vais te faire voir les setos qu'on a vus à la criée, mais à l'étalage. Donc tu vois, c'est Ils des sont beaux tout setos. brillants. Ouais, ouais. Ils sont Brillants. Et puis surtout, c'est une bonne taille. C'est du grand. Donc il y a de la chair, c'est un peu plus épais. Et donc ça reste on va dire, le port numéro 1 de la pêche au seto, c'est à la Cotinière. Et comment tu vas les préparer? Bon, on va les préparer comme les mamans d'ici le faisaient avant. C'est-à-dire très simplement, voilà. On va juste les poêler, les manger avec un petit beurre meunière et surtout les laisser nature. Donc tu vois, regarde. Je vais en prendre quelques-uns et on va pouvoir aller les cuisiner. Oléronais d'origine, Jam Robert a ouvert son restaurant, le Relais des Salines, il y a presque 20 ans. Il nous y emmène pour cuisiner la spécialité du port de la Cotinière. On va l'écailler des deux côtés. On fait la peau noire toujours en premier. Voilà. On le retourne. Hop, on fait la peau blanche. Voilà. Alors, une fois que tu l'as gratté, tu vas le vider, les setos. Mais tu as aussi la solution de ne pas les vider, on va dire, et de leur couper la tête. Ouais. Ça permet d'en cuire plus à la fois et aussi d'avoir un meilleur rangement dans l'assiette. Alors, on lui fait perdre un peu son look habituel du seto, mais quand il est comme ça, il est directement poêlé. Alors, avant de cuire la seto, il faut impérativement que la poêle soit bien chaude. Voilà. Et là, on entend ça crépite. Et on le fait toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on pose la peau noire d'abord en premier pour avoir à le retourner qu'une seule fois au niveau de la cuisson. C'est là où, justement, il faut être dessus encore une fois de plus dans la cuisson, parce que ça nous permet de bien juger à quel moment on va le retourner. Attention, voilà. Il faut les retourner délicatement, parce que la chair, il ne faut pas la traumatiser. C'est des poissons fragiles, pas très épais, donc il faut aller délicatement, afin de pouvoir les retourner gentiment et qu'ils se repositionnent du côté peau blanche. En fin de cuisson, ça va très très vite, hein. Donc là, je baisse mon feu, je vais assaisonner avec de la fleur de sel. Toujours des marais salons d'Oléron. Ça sent très bon, c'est les odeurs de l'enfance, ça. Ouais. Un grand, grand merci. Parce que c'est un plat ancestral. Ouais. C'est le goût d'Oléron. C'est ça. Le goût de la Cotinière. Ouais. Et inimitable. C'est fondant. Nous continuons notre voyage par les deux îles vendéennes, l'île de Noirmoutier et l'île Dieu. L'île de Noirmoutier, la plus grande, est reliée au continent par un pont et par le célèbre passage du Gois que l'on peut emprunter uniquement à marée basse. L'île Dieu, sur laquelle nous nous rendons, se situe à 17 km des côtes vendéennes. Sa face sud-ouest abrite de magnifiques plages logées dans des criques escarpées. Pour profiter de ces paysages de rêve, il faut prendre un bateau qui relie le continent à l'île en une demi-heure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Pour votre sécurité, nous vous demandons de bien vouloir rester assis pendant tout le voyage. Le capitaine et son équipage vous souhaitent une bonne traversée. Tony Hersault travaille pour la compagnie qui gère les traversées entre l'île et le continent. Amoureux de sa Vendée et de son histoire,
Ce Noirmoutrin connaît bien les 2 îles vendéennes. L'Île-Dieu concentre sur ses 23 km² de terres émergées une grande diversité de paysages. Sa côte sauvage, aux falaises découpées, enserre des criques de sable jaune et des petits ports tranquilles où les bateaux de pêche ont de tout temps trouvé refuge quand les tempêtes de l'Atlantique font rage. C'est sur sa face ouest que l'histoire de l'Île-Dieu s'est écrite. Sur cette côte escarpée, en haut d'un piton rocheux, sont posées les ruines du vieux château surplombant la mer. Forteresse défensive, bâtie au début de la guerre de 100 ans par les seigneurs de l'île, on raconte que le dessinateur Hergé, le père de Tintin, se serait inspiré de ce château médiéval pour dessiner celui de l'île Noire. Tony a pris rendez-vous avec le gardien des clés du vieux château, Frédéric Bernard, guide sur l'Île-Dieu. Bonjour Frédéric. Bonjour Tony. On est au vieux château à l'Île-Dieu. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et bien sûr déjà nous le dater? Donc ça, c'est un château médiéval qui date du début du XIVe siècle. Donc ce château était habité en permanence par une garnison. Donc il y avait une garnison d'une 30aine d'hommes qui servait donc à la protection. Il y avait aussi le gouverneur de l'île. C'était le logis du gouverneur. C'était son lieu d'habitation. Et donc ce gouverneur s'assurait du maintien de l'ordre sur l'île. Et il récupérait aussi au début l'impôt pour le seigneur. Voilà. Donc Frédéric, Ouais. on se trouve ici à l'entrée du logis du gouverneur. Exactement. C'était une entrée qui était assez particulière, tout simplement parce qu'en fait c'était une tour escalier ici. Qui Donc, desservait les différents niveaux. exactement, tout simplement. Parce que ce logis était sur 3 niveaux, donc il y avait le rez-de-chaussée et 2 étages. Dont on distingue très bien aujourd'hui quelles pouvaient être effectivement les hauteurs. Au niveau du rez-de-chaussée, on va s'avancer. Et là justement, c'est ce qui reste aujourd'hui, cette fosse. Voilà. Donc cette fosse, c'est tout simplement l'ancien garde-manger du château. C'était là qu'ils entreposaient le frigo, le cellier, voilà. Et donc bien sûr, par-dessus cette fosse, il y avait un plancher. D'accord. Et cette grande salle qui était au-dessus servait à recevoir. Donc principalement les îlets quand il y avait des doléances à transmettre au seigneur. Et aussi, ça pouvait servir de lieu où la justice était rendue. Oui, puisqu'il avait un pouvoir de police et de justice sur l'île, Voilà, sur les habitants. exactement. Donc voilà, donc le premier étage de la tour sud en fait. D'accord. Et cet étage avait uniquement un rôle d'observation et de défense, Défensif purement et simplement. pas d'habitation. Non. Protégé par ses hauts murs côté terre et par de nombreux récifs côté mer, ce château a résisté à toutes les invasions. Sauf en 1355, quand le célèbre corsaire anglais Robert Knowles réussit à s'en emparer. Il occupe à l'île pendant 37 ans. Si le château est dans cet état-là aujourd'hui, c'est dû principalement à un roi de France, qui est le roi Louis XIV. Tout simplement parce que ce roi, au cours du fin XVIIe siècle, va faire détruire énormément de châteaux médiévaux, parce qu'ils étaient inoccupés. Et lui voulait surtout éviter que d'autres personnes ne s'en servent. Dans un rôle d'attaque. Voilà, tout simplement, que ce Eh soit oui. de l'intérieur ou de l'extérieur. Et donc, pour le château de l'Île-Dieu, c'est en 1699 que le drame est arrivé, où un bateau de la marine royale française va arriver. Il va sortir ses canons et faire un joli tir groupé sur le château. Consolidé et entretenu en l'état, le vieux château n'a pas changé d'aspect depuis plus de 3 siècles. En plein cœur de l'île, Tony nous guide vers le bourg de Saint-Sauveur. Le petit village possède en son centre une église romane, bâtie entre les 11e et 12e siècles et tout juste restaurée. Mais Saint-Sauveur est aussi remarquable par ses maisons basses collées les unes aux autres, aux volets de couleur. En vous promenant dans les rues du village, vous allez immanquablement passer devant la très réputée pâtisserie de Saint-Sauveur. Outre de splendides et goûteuses confitures, le chef y fabrique une délicieuse tarte aux pruneaux, d'après une recette héritée des grands-mères de l'île. Faites comme Tony,
entrez dans la merveilleuse boutique d'Alain Mousnier. Bonjour Alain. Salut Tony. Ça va bien? Ça va et toi? Alain propose à Tony de lui montrer comment préparer la spécialité de l'île. Alors, une tarte aux pruneaux, c'est 2 choses. Donc, c'est une pâte feuilletée savamment ratée. Et pourquoi savamment ratée? Ratée et tout, parce qu'en fait, ce sont des femmes qui faisaient cette pâte feuilletée. Il n'y avait pas toute la technique et toute la pâtisserie dedans. Donc, c'est un feuilletage rapidement fait. Réalisé, ouais. Réalisé. Et avec dedans, forcément, une confiture de pruneaux aromatisée, rhum et cannelle. Alors Alain, pourquoi une tarte aux pruneaux à l'île-Dieu? Pourquoi une tarte aux pruneaux à l'île-Dieu? Parce que en fait, l'île-Dieu était un port franc, donc détaxé, et ce qui a favorisé en fait le transit de marchandises. Donc du coup, de Bordeaux arrivaient des pruneaux, du vin et tout ça, et de Bretagne, du beurre et tout ça. Donc on a trouvé en fait dans notre fonds alimentaire à l'île-Dieu des trucs qu'on ne trouve pas sur l'île-Dieu et qui viennent de très loin. D'accord. Et voilà. Et voici. Et donc Alain, aujourd'hui, quelle est la signification qui est portée de la tarte aux pruneaux à l'île-Dieu? Donc la signification, donc comme c'était en fait des produits un petit peu exotiques parce qu'on ne trouvait pas ça sur l'île-Dieu, c'est devenu en fait le repas de tous les mariages. C'est l'incontournable. C'est l'incontournable. En plus, tous les gens qu'on ne pouvait pas inviter au mariage, parce que sur l'île-Dieu tout le monde se connaît, c'est pas possible, il leur était offerte une tarte aux pruneaux. Très très bien. Voilà. Et ça reste toujours d'actualité aujourd'hui. Et ça reste toujours d'actualité aujourd'hui. La tarte aux pruneaux doit être enfournée à 180 degrés, thermostat 6, pendant 1 heure. Allez, on va faire honneur au bon produit et à ton travail. Merci Alain. Je t'en prie, bienvenue. J'ai été élevé avec les tartes aux pruneaux. J'ai toujours vu, de toute façon, pendant toute mon enfance, une tarte aux pruneaux à la maison. Et à chaque fois que j'en mange, je trouve ça génial. Excellent. Et un feuilletage savamment réussi. Savamment raté. Après cette promenade sur la magnifique île-Dieu, nous continuons notre voyage. C'est par le passage du Gois que nous pénétrons dans l'île de Noirmoutier. Le long de cette route inondable que les pêcheurs à pied fréquentent lors des forts coefficients de marée, des petites nacelles ont été aménagées pour protéger les promeneurs étourdis qui, chaque année, se laissent coincer en plein milieu du gué. Tout de suite en arrivant sur l'île, ce sont les marais salants qui nous accueillent. Ils recouvrent 1/3 de l'île de Noirmoutier. En fin d'une journée ensoleillée et venteuse, Tony rencontre Fanny Collier qui commence sa récolte de fleurs de sel dans l'un de ses œillets, petit bassin d'eau de mer à fond argileux où se dépose le sel. Donc avec ma lousse... Puisque ça s'appelle une lousse. Ça s'appelle une lousse. D'accord. On va ramasser la fleur là? Tout à fait. Alors Fanny, là, tu ramasses cette fleur de sel. Est-ce que tu peux me dire exactement la fleur de sel? Qu'est-ce que c'est en comparaison du sel, tout simplement? Eh bien, c'est du sel aussi. Hein. Mais sauf que c'est dans la cristallisation que ça se passe un peu différemment. Le sel, c'est un gros cristal qui se forme au fond de l'œillet. On voit bien les cristaux de sel, ils sont empilés. C'est des gros cristaux carrés qui se superposent les uns aux autres. La fleur, c'est une pyramide, mais à l'envers. Et du même coup, ça fait un petit creux. Elle flotte à la surface. Mais elle se forme que quand il y a du vent et que l'évaporation est très rapide à la surface. Tony a très envie d'essayer de ramasser cette fleur de sel. Mais l'exercice nécessite doigté et délicatesse. Bon, ça va être une grande première, Fanny, pour moi. Alors tu commences, t'as vu un peu comment je fais? Tout à fait, en essayant de casser quelque part, donc en relevant un certain moment. Mais tu vas voir, essaye d'abord de bien la mettre à plat. Tu prends pas de vase, pas beaucoup d'eau. Voilà, c'est pas mal. Ouais. T'égouttes. Ma première récolte. Va un peu plus loin, comme ça sera plus facile. Là C'est pas trop mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Très bien.
Et là, on sent que la fleur est en train de reprendre un peu d'humidité, donc il faut se dépêcher. C'est avec les derniers rayons du soleil que Fanny et Tony ramassent la fleur de sel, étalée au matin et séchée tout au long de la journée. Ce qu'on a devant nous là, c'est la récolte de combien d'œillets, combien de jours? Ben, une journée Et sur combien d'œillets? sur 20 œillets. D'accord. Et voilà. Outre ses marais salants, Noirmoutier est aussi remarquable pour ses belles plages et ses cabines de bain toutes blanches. C'est sur l'estacade du bois de la Chaise, au milieu des pêcheurs, que Tony retrouve Joël Léoté, un marin passionné. Bonjour Joël. Bonjour. Tu vas bien? Super. Beau temps, belle mer. Magnifique pour naviguer. On est parti en baie? C'est parti. Allez, vas-y, on y va. va. Accompagnateur nautique et animateur nature, Joël possède un vieux gréement et nous propose une promenade le long de la côte de l'île pour découvrir des trésors d'architecture. Noirmoutier, station balnéaire, a pris naissance vers 1900 au bois de la Chaise, là où le bateau à vapeur débarquait les vacanciers venus du continent pour passer une journée sur la prestigieuse île. Et donc là, c'est tout le bois de la Chaise qui s'est peu à peu construit, loti avec des maisons, certaines ayant accès directement à la mer et puis d'autres en arrière dans les bois. Ouais. La première maison qui a été construite dans le style d'un phare, donc c'est la tour Plantier qui est là-bas, donc un architecte de Nantais en 1861 qui a construit ça pour son frère. Tu peux m'expliquer pourquoi cette forme aussi caractéristique? Ça a une forme de phare, certainement parce que c'était un architecte de phare. Donc il avait fait les plans du phare du Pilier, donc un phare qui est sur le petit îlot au nord-ouest de l'île de Noirmoutier. Il rappelait effectivement ce qui était son métier d'origine. Voilà, c'est ça. C'était un petit clin d'œil peut-être à son métier d'origine. D'accord. Donc maintenant, on va aller vers la pointe des Sous-Eaux, donc juste à côté de l'île du Cob. Et là, on va voir toute la plage des Sous-Eaux avec toutes les maisons donc de la station balnéaire du début du XXe siècle. Le bateau de Joël, à faible tirant d'eau, peut s'approcher tout près de la côte. Mais quand le vent faiblit, il lui faut laisser les voiles et naviguer au moteur. Donc voilà, la plage des Sous-Eaux. Donc on voit toutes les maisons fin du 19e, début du 20e, qui ont été construites avec différents styles. Alors justement, différents styles, mais celle-ci est vraiment, elle dénote parmi les autres. Tu peux nous en dire quelque chose, Joël? Oui, alors celle-ci, en fait, à l'origine, c'était une espèce de cabine de bain sur la plage qui était une annexe de la villa Ave Maria qui est juste derrière. C'était une petite maison qui servait juste à stocker le matériel et puis éventuellement les petits bateaux de plage qui servaient pour les enfants, quoi. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle une maison les pieds dans l'eau, hein. Tout à fait. Nous laissons la plage des Sous-Eaux et celle de l'Anse Rouge, avec leurs cabines de bain et leurs maisons vendéennes majestueuses, pour redescendre vers le sud, en Charente-Maritime. Nous allons y découvrir deux îles atlantiques moins connues, l'île d'Aix et l'île Madame. L'île d'Aix, qui a abrité les derniers jours de Napoléon Bonaparte sur le sol français, possède encore d'imposants vestiges militaires. Mais c'est d'abord sur l'île Madame que nous nous rendons. Elle est la plus petite des îles charentaises. Reliée au continent par une voie en sable et galets d'environ 1 km, appelée la Passe aux Bœufs, elle n'est accessible qu'à marée basse. Ce petit territoire protégé est un havre de paix pour les oiseaux du littoral. Michel Mettet, ancien directeur national de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, veut nous faire découvrir l'habitat naturel de ces oiseaux sauvages.
Michel rejoint Jean-Philippe Minot, propriétaire avec ses parents de la ferme aquacole qui s'étend sur la quasi-totalité de l'île. Et donc ici, les oiseaux, ils sont vraiment pas dérangés malgré notre activité. Je dirais même qu'en fait, les oiseaux sont habitués à vous et en fait, ils vous connaissent. Donc en fait, vous n'êtes pas un danger pour eux, ça ne pose aucun problème. Voilà, qui nous survolent, c'est les chasses. Et puis un peu plus loin dans le marais, à Salicorne, sont les avossettes. Là, il y a une belle colonie. Et vraiment, c'est un patrimoine formidable. En plus de la production bio que vous faites sur des produits de qualité, vous protégez la nature, ça c'est génial. Une de leurs spécialités est la salicorne, d'ordinaire cultivée au bord de la mer et soumise au marais. Jean-Philippe emploie ici, au milieu des terres, une technique très particulière. Alors c'est une parcelle, on a recréé le milieu favorable, donc une zone que l'on peut inonder. Et la particularité, c'est que c'est arrosé, mais à l'eau de mer. Oui, à l'eau de mer. Voilà. Et donc la salicorne, cette petite plante halophyte qui aime le sel. Qu'est-ce qu'on consomme là-dedans? Eh bien voilà, la jeune pousse, ça. La jeune pousse qui est tendre et dépourvue de fil. Si on regarde à la base, là, on voit apparaître un fil qui est dur et qui est pas agréable à consommer. Mais ça se récolte de quand à quand en saison? C'est de fin mai à mi-juillet à peu près. Et ça se vend comment? Ça se vend donc, nous on la transforme au vinaigre, comme des cornichons. Au naturel, c'est à consommer comme des haricots verts, ou même en frais, comme ça, cru, nature, dans une salade. C'est légèrement salé, oui, légèrement, croquant. C'est très bon. Ouais, c'est un condiment quoi. Là on a un joli nid là d'avocette. Ah super. Les œufs pointillés, c'est typique des oiseaux qui nichent au sol. 4 œufs, la couvée est complète. En fait, ce sont des oiseaux qui vont naître dans une dizaine de jours. Tu vois, le nid à base de brindilles, au sol, sur la vase, sans défense. Ce sont des oiseaux qui sont fragiles, mais tu as vu le système de défense, ils alarment beaucoup, ils sont en colonie, donc ils s'organisent pour gêner le prédateur éventuel. Il ne faut pas oublier que les parents sont quand même très adaptés pour défendre leur couvée. La famille Minot gère dans la ferme aquacole un restaurant où les visiteurs de passage peuvent déguster les produits de la ferme. Elisabeth, la mère de Jean-Philippe, veut nous faire goûter avant notre départ une recette de salicorne. Bon Elisabeth, on vient de cueillir les salicornes. Là, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Alors, ces salicornes, je vais les prendre, je vais les faire chanter dans l'huile d'olive. Écoutez, on les entend chanter. Oui. Juste pour les faire revenir une minute, là. Et puis, ensuite, nous allons préparer l'omelette. D'accord. Donc, je fouette les œufs. Et puis, on ne va pas ajouter beaucoup d'ingrédients parce que la salicorne, ça se consomme le plus naturellement possible. Oui. Donc, personnellement, je rajoute une pointe de crème fraîche. Très bien. Surtout pas de sel parce qu'on a une plante qui est déjà bien iodée. Ouais. La salicorne. La salicorne. Je verse un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la poêle. L'huile est chaude. Je vais verser les œufs sur l'huile. Ça me plaît. Voilà. Donc, maintenant, je prends une cuillère de salicorne. Voilà. Et puis, on va rapprocher les œufs, comme pour une omelette traditionnelle, pour enfermer les salicornes à l'intérieur de l'omelette. Et voilà. Avec ça, je vais rajouter une petite tomate pour la couleur. Ça va faire un plat complet. Un plat complet. Et là, puisque nous avons une saline, j'ai fait cuire des pommes de terre au four, dans lesquelles je rajoute un peu de beurre. Alors là, demi-sel quand même, parce que, voilà, on est en Charente-Maritime. Alors, voici l'omelette à la salicorne. Ici. Merci. Voilà, bon appétit, messieurs. Merci. Alors là, on déguste la cuisine d'Elisabeth, ma mère, et puis avec les produits que l'on cultive avec mon père, Jean-Pierre, que des bons produits. Jean-Pierre, la transmission de l'exploitation au fils, c'est en route ou quoi? C'est en route, petit à petit. Voilà, ça fait plusieurs années déjà
On travaille ensemble et puis petit à petit, maintenant, il prend en charge les productions. Et puis c'est à lui de choisir après sa voie, développer. Nous, on a initié et puis maintenant, il faut développer. Avant de quitter l'île Madame, en veillant à l'heure de la marée pour ne pas être bloqué par les flots, passez par la côte ouest pour admirer les très colorés pontons à carrelets. Michel nous présente Jean-Louis Martin, l'un des propriétaires. J'ai senti des tremblements, je me dis tiens, me voilà de la visite. Eh oui. Bonjour Jean-Louis. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. Quand on est là, on va toujours très bien. Hein. Qu'est-ce que tu pêches là? Alors, ce que je pêche, je dirais pas grand-chose. Et on fait pas de mal à la faune. Hein. C'est des mulets, c'est quelques anguilles, quelques sols. Ouais. Et parfois, un bar qui passe par là. Mais c'est assez rare. Hein. Par rapport à la marée, quel est le meilleur moment pour pêcher? C'est quand l'eau arrive. Donc marée montante. Quand la marée montante, Vous nous montrez comment ça marche? Ben, très volontiers, surtout que l'eau arrive. Et là, on ne sait jamais, on pourrait peut-être avoir quelques petites choses. Je m'en vais mettre le filet à l'eau. Et on verra bien tout à l'heure s'il y a quelque chose. Voilà, très bien. Voilà, bon. Voilà, ben maintenant, on le laisse en place et puis, quand l'eau sera rendue, eh bien, on le relèvera. Hein. Vous avez une grosse expérience, ça fait des années que vous faites ça? Ah, moi, dans ma famille, on a toujours eu des carlets. Hein. Oui. Et il y a combien de carlets en Charente-Maritime? On sait qu'il y a 518 emplacements répertoriés par les affaires maritimes. Concession du domaine public maritime, ces carrelets pontons sont emblématiques du patrimoine. Ils font partie du paysage côtier typique charentais. Maltraités par les tempêtes de 1999 et 2010, ils ont été pour la plupart d'entre eux reconstruits. Celui-là, le bleu, est parti avec la tempête Martin. Celui-là aussi. Hein. Donc les deux ont été refaits. Et puis le mien, je l'ai refait il y a 2 ans. Parce qu'il était là-bas, de l'autre côté. Et il est parti là avec Cynthia. Voilà. Oui, c'est peut-être temps de le remonter, ce carlet. Il est quand même bien inondé maintenant. Bon, allez, encore les 2 petits crabes. Eh ben dis donc, il va falloir qu'on se contente de ça. La soupe sera maigre ce soir. C'est en prenant le bateau que nous terminons notre voyage. Embarquement pour l'île d'Aix. Dernière île de Charente-Maritime qu'aucun pont ne relie au continent, l'île d'Aix, longue de 3 km, était un avant-poste militaire créé pour la protection de l'embouchure de la Charente et de l'arsenal royal de Rochefort. Ancien village de pêcheurs, c'est aujourd'hui le tourisme qui fait vivre la centaine d'habitants du petit village fortifié. Pour nous faire découvrir les trésors que renferme l'île, Michel a rendez-vous dans le village. C'est dans la cour d'une des petites maisons basses qu'il rencontre Antoine Beaufort. Salut Antoine. Bonjour Michel. Guide sur l'île d'Aix. Alors cette île, quoi de neuf? Le soleil est là, un peu de monde, c'est parfait. On va passer une bonne journée. Je pense. On va voir ça d'un peu plus près. D'accord. Allez. Tout a été dessiné en 1700 par Vauban. À une centaine de mètres du village, Antoine nous montre l'un des plus beaux panoramas de l'île, point stratégique de cette terre défensive, face au désormais célèbre Fort Boyard. Antoine, là on est sur une partie particulière de l'île où on découvre vraiment la partie maritime du Pertuis charentais. C'est ça, on est face au Pertuis d'Antioche, donc sur ces batteries de défense de la côte ouest et notamment de l'ouest du village. On regarde donc dans cette direction pour surveiller l'arrivée des éventuels ennemis. Donc ils vont s'engouffrer entre l'île d'Oléron qu'on a sur notre gauche et l'île de Ré qu'on a sur la droite. Il faut imaginer qu'à l'époque des militaires, les canons au XVIIIe, XIXe siècle ne peuvent pas couvrir ce large secteur maritime. Donc l'île d'Aix est là pour protéger l'arsenal qui se trouve plein est à une vingtaine de kilomètres.
À la pointe sud de l'île, subsiste un dispositif de défense étonnant par son architecture, le fort de la Rade. Donc là, on accède au fort de la Rade par une demi-lune, qui est un des derniers vestiges du fort de la Rade initial, construit donc par Vauban à partir de 1691. Alors ce fort qui a été donc primordial dans le rôle de défense de la rade de l'île d'Aix, où tous les bateaux fabriqués à Rochefort étaient armés. Donc cette demi-lune, initialement, c'est un îlot. Et là, on est dans un espace qui a été complètement remanié en 1780. Alors là, on a une tenaille où on pouvait être mitraillé de part et d'autre. Donc on voit les embrasures de tir assez nombreuses. Donc c'était vraiment une progression très difficile qui pouvait se faire sur cette demi-lune avant d'accéder au fort. Les civils ne vivaient pas là, ils étaient dans le village. Ils étaient tous dans le village, dans la rue, avec l'église, avec l'hôtel de ville. Et ici, on avait donc des casernements et que des militaires. Donc. De l'autre côté de l'île, caché des regards, le fort Liédo, construit en 1808, est venu compléter le dispositif de protection de la rade de Rochefort. Donc là, on arrive sur la place d'armes du fort Liédo. À partir du moment où Napoléon décide de le faire construire, il y a un besoin urgent de défendre la côte nord de l'île d'Aix. Donc on est sur un point culminant. On a creusé la colline pour établir ce fort. Une levée de terre a été construite tout autour pour que les tirs de l'ennemi éventuellement soient amortis par cette levée de terre. Donc on va mettre 24 ans et il est terminé enfin donc en 1834. Toutes ces salles sont équipées de canons et également de meurtrières pour fusils, mais elles ne serviront que si les ennemis sont à pied. Pour tirer sur les ennemis en pleine mer, il faut aller dans les bastions. On a ces grands couloirs dans les angles qui permettent d'y accéder. Donc là, on arrive dans le cœur du bastion où les canons pour tirer sur les bateaux étaient placés, donc 4 canonnières. Donc l'intérêt d'avoir cet évent, ce puits de ventilation, c'est pour aspirer la fumée très toxique de la poudre à canon. Donc comme on est en position semi-enterrée ici, on tire à l'aveugle. Donc il faut que la vigie sur le toit repère l'ennemi, agite son petit drapeau qui va servir de signal, et le signal sera vu par les collègues qui sont à l'extérieur du fort, puisqu'il y a également des postes avancés sur les levées de terre autour du fort. Et donc le signal est répété et l'artilleur peut faire feu. Et ce lieu, en pleine période de restauration monarchique, va du coup changer très vite d'utilité, il va être transformé en prison. Ce fort a abrité des prisonniers célèbres, comme en mars 1959, Ahmed Ben Bella, dirigeant du FLN, devenu ensuite premier président de la République algérienne. Il accueille aujourd'hui, entre ses murs épais, des artistes de tous horizons qui viennent faire vivre ce lieu chargé d'histoire. Avant de reprendre le bateau, Michel veut nous faire rencontrer un autre artiste qui vit sur l'île d'Aix. Héritier de l'entreprise familiale, Hervé Gallet est l'un des derniers nacriers de France. Son grand-père a ouvert cet atelier pour y fabriquer des poupées en coquillage ramassées sur les plages de l'île d'Aix. Mais c'est le travail de la nacre qui aujourd'hui passionne Hervé. Il invite Michel dans son atelier. Alors là, c'est la première opération du nacrier. On enlève les couches successives de calcite qui recouvrent la nacre. Là, ce sont les premières couches de nacre qui apparaissent et qui sont juste sous la calcite et qui sont différentes des couches de nacre successives que tu vas trouver après par la suite, où là, c'est beaucoup plus modulé en couleur. Parce que tous ces motifs-là sont naturels. Ah, tout à fait. Non, c'est le mollusque qui vit dedans. Nous ne les travaillons pas. Le coquillage reste entier après le travail ou est-ce que vous coupez Non. On peut faire des plaques pour faire de la marqueterie, on peut faire des cabochons pour faire des bijoux. C'est dans un petit musée qui jouxte son atelier qu'Hervé expose les trésors en nacre réalisés depuis 60 ans sur l'île. Boutons, bijoux, objets de luxe, la nacre y est travaillée avec une extrême précision. Tous ces coquillages-là que tu travailles, ils viennent d'où? Quelle est l'origine? Océan Indien, océan Pacifique, entre les deux tropiques. Tous ces mollusques marins construisent des belles coquilles avec des beaux dessins, avec des belles couleurs, avec des belles formes,
à la condition d'avoir déjà en termes de température une constante annuelle de 26 à 30 degrés d'eau. Voilà. Est-ce que votre activité peut être considérée comme un métier d'art? Ah, la grande question. C'est un métier d'art, mais je ne suis pas un artiste. Je dessine très mal. Par contre, j'ai des idées et je sais les exprimer. Et il y a des personnes qui ont la main, la bonne main, et qui sont capables de rétrocéder mes idées, de les faire devenir réelles. Petit croissant de terre, îlot magique posé sur l'Atlantique, l'île d'Aix rassemble toute la diversité des paysages du littoral de Charente-Maritime. Île de quiétude qui ne se découvre qu'à pied ou à vélo. Pour un merveilleux voyage, laissez-vous embarquer vers ces îles lumineuses, avant-poste de nos côtes atlantiques. Elles vous étonneront par leur charme indéfinissable. Paysages modelés par la mer et le vent, toujours en mouvement, elles demeurent de petits écrins de tranquillité et de beauté où il fait bon vivre.